Première chose, c'est dans l'introduction, c'est que sans volcanisme, il n'existerait pas de vie sur Terre. Deux éléments de base, chaleur et oxygène pour la présence de la vie sur Terre, selon la théorie de l'évolution pardon, de Charles Darwin, où on aurait une petite bestiole qui sort de l'eau, tranquillement pas vite, développe des pattes, développe des branchies, ces branchies se transforment en bronches, en poumons, etc. Et tranquillement pas vite devient un mammifère jusqu'à ce qu'il devienne plus tard un être humain. Commençons donc par la chaleur et ensuite nous verrons l'oxygène. Donc, la chaleur, point 1A, il faut comprendre qu'il existe deux types d'effets de serre. L'effet de serre qu'on va parler ici, dont on va parler ici, qui est l'effet de serre physique, rien à voir avec l'action humaine. Donc, les volcans ont contribué avec point 1A, avec un effet de serre physique, à emprisonner, si vous voulez, la chaleur. C'est que c'est un thermostat, c'est ce que vous devez écrire ici, c'est le thermostat atmosphérique que crée l'effet de serre physique. Et il y a toujours une période, on commence il y a 4, c'est ce que vous devez écrire, il y a 4 milliards d'années. Donc, les volcans, tranquillement pas vite, ont émis ce qu'on appelle du gaz carbonique, on le voit très bien ici sur le schéma, du CO2. Donc, tout simple, le volcan crache du CO2 et à force de cracher une quantité X de CO2, finit par créer ce qu'on connaît comme étant l'atmosphère. Donc, créer comme une espèce de vase, une espèce de contenant qui retient la chaleur, un vase qui est un vase transparent. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet de serre. C'est que le gaz carbonique va créer l'atmosphère terrestre qui va retenir une certaine quantité de chaleur tout en laissant traverser de l'extérieur les rayons du soleil. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température terrestre serait de moins 18 degrés Celsius. Avec cet effet de serre, à une température de plus 15 degrés Celsius, donc la vie, la partie température, la partie chaleur est directement liée à ce gaz carbonique, cette émanation poussiéreuse qui a formé la couche atmosphérique qui empêche la Terre de se refroidir en emprisonnant la chaleur. Point 1B, l'albédo, deuxième élément. Ce qui fait que la chaleur est emprisonnée, hein, c'est que lors de déglaciation, les volcans vont faire fondre la neige qui, avec l'albédo, donc empêche le soleil de faire fondre la neige. Et donc cette chaleur-là, il va avoir un effet au niveau de sa réflectance. Ce qu'il faut écrire ici à albédo, c'est réflectance versus absorption. Ce que fait l'albédo, on le voit ici dans la partie gauche de l'image, c'est que le soleil, en fait, sur une surface qui est plus verte, c'est un rapport avec la couleur, le soleil va avoir un effet qui va être plus ou moins important. Et si on a une surface qui est plus blanche, le niveau de réflectance va être plus grand. Ce que font les volcans au niveau de l'albédo, au niveau de cette réflectance versus l'absorption solaire, c'est que les émanations de lave volcanique vont faire fondre la neige et cette neige-là va se transformer en une surface qui est plus ou moins verte. Cette surface-là va avoir une réflectance qui va être moins importante. Plus on a de neige, plus le niveau de réflectance est élevé et plus il fait froid. Ce que les volcans vont faire, c'est que en crachant, cette lave-là va faire fondre la neige et le niveau de réflectance, l'albédo, va jouer. On a d'ailleurs dans les Andes les chercheurs ont créé une espèce de substance, un mélange de chaux, de sable et de blanc d'œuf avec de l'eau. On a carrément décidé dans les Andes en Amérique du Sud, dans les hautes montagnes d'Amérique du Sud, de peinturer carrément les montagnes en blanc pour modifier l'albédo, modifier la réflectance du soleil pour que le soleil continue à refléter plus sur la surface blanche, sur cette mixture-là de chaux, de sable, de blanc d'œuf et d'eau, pour qu'on conserve une température à la surface terrestre qui est plus basse, donc plus froide. À l'échelle internationale, on a des sols de différentes couleurs. Je
épargne les détails ici, mais des couleurs comme par exemple les terres noires ici, le tchernosium, les terres noires dans le coin de l'Amérique du Sud ici, qui ont un niveau de réflectance qui est moins grand, et des températures, des sols qui sont plus foncés, comme ici le jaune, le sable blanc du Sahara. Donc, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, cet albédo-là, c'est vraiment une question de couleur. Les groupes de sol d'ailleurs qui dépendent du volcanisme. Donc c'est comme un processus, hein, c'est comme l'œuf ou la poule. Les niveaux de sol, les groupes de sol sont influencés par le volcanisme. Des terres rouges, des terres avec plus de fer, des terres un peu plus noires, un peu plus blanches, un peu plus pâles, vont influencer l'albédo au niveau de la réflectance. Donc ce qu'il faut écrire ici, c'est l'albédo, une question de couleur. Voyons donc la suite au niveau plus de l'oxygène. Donc, point 2, ce que vous devez écrire ici, c'est stromatolite. Stromatolite, S-T-R-O-M-A-T-O-L-I-T-H-E-S. Les stromatolites sont un organisme, en fait, c'est un organisme vivant. Ce sont les stromatolites des organismes vivants et on est dans la vie sous-marine. Il y a en fait 3 milliards d'années, c'est important de noter la période. Il y a 3 milliards d'années, on a des stromatolites qui commencent à se former à l'aide de l'excédent en gaz carbonique que l'océan absorbe. Donc, on a vu dans la capsule précédente que les volcans émettent du gaz carbonique, donc du CO2, ce qui permet l'effet de serre, donc une certaine émission de gaz carbonique. Ce que les stromatolites vont faire, en première partie sous l'eau, c'est de récupérer cet excédent de gaz carbonique-là qui est contenu dans l'océan et va transformer le gaz carbonique en oxygène dans l'eau en premier lieu, et ça commence aux alentours de 3 milliards d'années. Les stromatolites, comme je le disais, un peu comme un corail, ce sont des bactéries. C'est un organisme vivant. On en observe encore aujourd'hui, entre autres dans la baie Shark Bay en Australie, la baie des requins. Hein, au départ, on a vu les chercheurs se demandaient, hein, si on était en plongée sous-marine, on voyait des petites bulles sortir de l'eau, on se demandait ce que c'était. Au cours de l'histoire, on a découvert que c'était des bulles d'oxygène et que cet organisme-là était vivant. Un espèce de corail d'origine volcanique. Hein, d'accord? Donc ça sort au début du sable, du fond de l'eau, c'est d'origine volcanique. Ensuite, on est dans la vie sous-marine à 3 milliards d'années. Ces stromatolites-là, comme ce sont des organismes vivants, vont grandir et vont grossir et sortir de l'eau, donc prendre de l'expansion et continuer à émettre, à transformer le gaz carbonique en oxygène. Donc on émet de l'oxygène, mais cette fois-ci à l'extérieur de l'eau. Et c'est ce même oxygène-là qui, par la suite, va créer la vie avec les animaux, les autres reptiles, mammifères, etc., qui vont respirer cet oxygène-là et donc créer la vie, les plantes, la transformation, etc. Donc, toujours stromatolite ici, mais on doit écrire, maintenant, on est dans la vie hors de l'eau. On tombe à 400 millions d'années. Donc, de 3 milliards d'années à 400 millions d'années, les stromatolites émettent de l'oxygène. Maintenant, quand on parle de tectonique des plaques, de la théorie de la tectonique des plaques, le principal initiateur de cette théorie, de la dérive des continents, on a commencé par, c'est Alfred Wegener, il a commencé par observer, à être curieux par rapport au fait observé d'une espèce de corrélation. On essayait de comprendre comment les continents ont été formés et on a observé, en fait c'est Alfred Wegener qui a observé qu'il y aurait une corrélation possible au niveau continental et on va y mettre une théorie ou une des méthodes qui est très utilisée est celle d'émettre une hypothèse. Hypothèse que par la suite on va devoir, en tant que chercheur, confirmer ou infirmer. Là, bien sûr, par la suite, et puisqu'on donne un cours là-dessus, on sait que Alfred Wegener, sa théorie a été confirmée, hein, infirmée étant l'inverse. On a dû par contre émettre certaines preuves et au point de départ, il faut savoir que en 1912, on l'a ici, lors de l'énoncé de base de la théorie, Alfred Wegener, qui est un géophysicien allemand, énonce l'hypothèse du déplacement, c'est ce que vous devez écrire sur la ligne, du déplacement latéral des continents.
on trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Les différents chercheurs qui sont dans d'autres domaines que la géophysique, la climatologie par exemple, ou d'autres domaines en géophysique qui s'intéressent à comment fonctionne la planète se disent ça n'a pas de sens. Comment des continents aussi lourds peuvent s'être déplacés? Alors, on demande à Alfred Wegener d'élaborer un peu sa théorie. La première preuve, il va en avoir 4 au total, mais la première preuve de Wegener ou le premier indice de Wegener pour étoffer un peu son hypothèse de base du déplacement latéral des continents, c'est celui qui est le plus connu, on le voit nous-mêmes, vous le voyez, c'est de dire si les continents se sont déplacés, on a ici la forme, hein, on le voit, on se base sur la forme pour dire ça. La forme je vais toujours utiliser le même exemple malgré qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, la forme de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, hein, on aurait corrélation comme des pièces d'un casse-tête, d'un puzzle si vous préférez, qui étaient collées ensemble. Donc l'Afrique d'un côté, l'Amérique du Sud de l'autre, qui étaient collées ensemble et ils se sont déplacés. Donc comme ça, parce que on a carrément les morceaux d'un casse-tête qui seraient collés ensemble. Donc preuve numéro 1, l'emboîtement des côtes ou la corrélation des côtes, c'est ce que vous devez écrire, la similitude, les ressemblances, on trouve que c'est pas assez. Donc, on va devoir arriver avec une deuxième série de preuves. Évidemment, comme au point de départ, on était aux alentours des années 1900-1912, le temps file, les outils d'observation se perfectionnent, de plus en plus Alfred Wegener continue à extrapoler sur des trucs, plus on trouve que ça commence à prendre forme, mais c'est encore assez embryonnaire comme théorie. Donc, même avec les preuves numéro 2 ou les indices sur la stratigraphie, c'est ce que vous devez écrire ici. Indice stratigraphique, ce que ça veut dire, indice stratigraphique, c'est l'âge et la structure des montagnes. On va essayer de pousser un peu plus loin la première preuve. Bien sûr, le lien est direct entre le volcanisme et la formation des montagnes. Autre chose qui était auparavant presque inconnu. Le lien direct, sans le volcanisme, on n'a pas de création de montagnes. Ce qu'on observe, c'est que la partie des Appalaches ici, qui est donc en Amérique, et la partie des Alpes européennes serait plutôt de même âge et de même structure. C'est sûr que c'est facile maintenant d'observer ça et de dire ça parce qu'on a les observations, mais à l'époque, on les avait pas. Alfred Wegener a dû s'acoquiner, si je peux m'exprimer ainsi, avec des chercheurs un peu plus dans d'autres domaines, disons, dans d'autres spécialités pour faire avancer un petit peu sa théorie. Donc, on le voit si on passe rapidement d'un à l'autre, que je fais exprès pour passer d'un à l'autre, que en plus de la corrélation des côtes, on a les zones en orangé. On a donc pris des échantillons sur le pourtour, sur le littoral de l'Afrique et sur le littoral de l'Amérique du Sud pour établir des corrélations de type stratigraphique. Mais c'est pas encore assez, donc on doit pousser encore plus loin. Les observations, preuve numéro 3, c'est ce que vous devez écrire, les observations paléontologiques. Donc, c'est quoi la paléontologie? On a toujours paléo, préfixe qui veut dire ancien. Paléontologie, c'est qu'on a découvert des fossiles, c'est ce que vous devez écrire, des fossiles d'animaux et de végétaux. Ici, il y a 200 millions d'années. L'image représente l'époque il y a 200 millions d'années, des corrélations entre les fossiles, toujours en prenant des carottes sur le pourtour de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Antarctique et de l'Australie. Donc, image que vous voyez à l'instant à l'écran, qu'on a pu prouver que l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique et l'Australie étaient bien collés ensemble avec des preuves, des fossiles, donc des os de reptiles. Dernière série de preuves, et je termine là-dessus, les indices paléoclimatiques, donc même chose paléo, climats anciens, c'est ce que vous devez écrire, indices paléoclimatiques,
Climats anciens, même chose, des corrélations, une fois que c'est séparé, des dépôts glaciaires datant du primaire. Primaire, c'est une période géologique, il y a 250 millions d'années. Donc, avec des corrélations ici, un peu partout, maintenant que les espèces sont séparées, on a trouvé des corrélations dans la glace. Et on sait que la glace peut renfermer des quantités d'azote, des quantités d'oxygène, de méthane. Et on observe, on est capable de dater les événements, de savoir que maintenant que c'est décollé, c'est pas un hasard si on retrouve des morceaux un peu partout en Amérique du Sud, en Afrique, etc.